Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 8 août. Je tourne cette vidéo. Excusez-moi, j'ai mon chrono. Ça me permet de regarder le temps des vidéos et d'accélérer quand je vois que le temps passe parce que je vois pas le temps passer. Voilà, petite vidéo avant de repartir à l'hôpital. Je suis un peu en attente d'une livraison d'un colis, donc finalement je pensais que j'aurais pas eu le temps de retourner de vidéo, mais si j'ai le temps puisque je dois attendre qu'un colis me soit livré et j'attends l'heure avant de repartir de ce fait-là. Donc continuons un peu cette thématique autour de ce sujet hospitalisation que j'ai vécu, où il y a beaucoup de clés qui sont là également pour vous à travailler en effet miroir. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu les précédentes et qui ne sont pas au courant de quoi je parle, je remettrai les vidéos en dessous. Il y a eu en principe déjà 3 volets sur une thématique bien précise, et cette thématique on la décortique en long, en large, en travers, à chaque fois par des volets qui vous permettent de retravailler un aspect différent. Et moi, de ce que j'ai vécu, ça me permet de vous mettre en lumière des clés en direct de ce que je vis, pour vous montrer ce qui, chez moi, j'ai l'habitude de décortiquer dans les défis. Voilà, c'est ça, de vous le partager en temps réel pour que vous-même vous appreniez un peu de tout ça et pour vous apprendre à vous à détecter ces choses en effet miroir avec moi. D'accord? Voilà, donc de ce que je vis, de vous le partager, ça vous permet de développer des choses en vous, dans vos capacités d'analyse et de savoir relever vos propres défis. En effet, si je ne le fais pas en direct, ce qui me semble intuitif chez moi, je ne vais pas penser à vous le décortiquer et à vous en parler, alors qu'en fait, c'est important que je vous le partage pour que vous-même vous en tiriez des apprentissages. Voilà, hein. Donc je le fais pendant que je suis dedans, parce qu'après, moi, je vais zapper et je ne vais pas penser à vous redonner autant de détails, alors que il y a des choses à vous partager pour que ça vous soit utile à vous également. Donc, dans ce petit volet-là, on va aborder certains points, non seulement une phrase que les guides voulaient que je réaborde, qui était, je crois, une phrase qui a été abordée dans le volet 1, qui était qu'avec trop, on se perd, alors qu'avec moins, on se trouve. Depuis le volet 1 de cette vidéo, est-ce que vous avez réfléchi à cette phrase? Est-ce que vous l'avez travaillée ou pas? Avec trop de quoi? Avec trop, on se perd. Dans votre cas à vous, c'est le trop de quoi? Avec trop de bruit? Avec trop de gens autour de vous? Avec trop de personnes qui vous influencent, qui rentrent dans votre vie et qui vous influencent dans vos décisions? Avec trop d'avis de ces gens-là? Avec trop d'émotions? Avec trop de souffrance? C'est quoi ce trop qui mène au chaos? Vous savez, cette phrase que je vous ai souvent évoquée, qu'à un moment il va falloir expérimenter le trop, et que si on a envie d'expérimenter le trop, c'est pas grave. Expérimentons le trop, parce qu'à un moment, quand on va expérimenter le trop, on va en tirer pour leçon que le trop mène au chaos, et quand on va constater et payer les conséquences de ce chaos, on va avoir un déclic et une overdose interne qui va faire que cette overdose va créer le fait qu'on va avoir envie de tourner le dos à ce trop. Et c'est là où on va ne plus avoir envie d'expérimenter le trop. Cette phrase revient un peu dans cette thématique. Avec trop, on se perd. Avec moins,
on se trouve. Sur une montagne, souvent, quand on doit monter sa montagne, en raison de ses blessures non guéries, quand on doit monter sa montagne, on a un peu trop de monde autour de nous. Ces gens-là ne sont pas toujours des personnes de qualité. Il y a parfois des gens que l'on garde autour de nous par habitude ou par dépendance, par peur d'être seul, par peur d'être jugé de méchant, par syndrome de sauveur. Enfin, il y a tellement de choses à guérir que, en fonction de tout ce que l'on a à guérir, à chaque fois autour de nous, on a des gens qui sont là à cause de ce dysfonctionnement-là. Quand les guides veulent que l'on monte notre montagne, il va falloir, c'est l'une des premières étapes, c'est cette purification de l'entourage. Contraction. La purification de l'entourage. Pourquoi? Parce que quand on est trop entouré, dans ce trop, inévitablement, il n'y a pas que de la qualité. Dans la quantité, il n'y aura pas que de la qualité. Il y aura de l'à peu près. Et dans ce trop, il y a des gens qui vont être de mauvais conseils, de mauvaises influences, et qui sont ce que l'on représente les tierces. D'accord? Quand on est pareil dans les compensations et qu'on est toujours trop en train de bouger, qu'on est trop dans le bruit, on n'arrive plus à réfléchir. Et on n'arrive plus à faire le vide. Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. Là, vous en êtes tous à des étapes différentes de votre montagne actuellement. Mais vous, cette phrase, ça vous évoque quoi? En coaching individuel, on peut. Je vais aller creuser avec vous pour voir en quoi cette phrase vous concerne encore. Mais vous, là, en regardant la vidéo, vous devez vous-même faire cette analyse. Il y a encore trop de quoi. Si vous avez une passionnite, il y a eu le portail de la passionnite, c'était au mois de mai, je crois. Ou juin, je ne sais plus. Je suis un peu perdue. Il faudrait que j'ai une fiche avec à chaque fois le truc. Mais c'était juillet, je crois. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, vous avez dû les regarder, ces vidéos passionites. Parce que ces vidéos passionites, à chaque fois, je venais travailler un nouvel angle de vue de la passionnite et de nouvelles thématiques à travers lesquelles vous ne deviez pas passer. Donc toutes les vidéos passionites venaient se complémenter. Elles étaient complémentaires pour que vous meniez une vraie enquête en profondeur. Pour vous montrer comment on mène une vraie enquête en profondeur. En regardant toutes les facettes de sa boule à facettes dans le sujet passionnite. Par rapport à tout ça, si vous avez une passionnite, vous savez que la passionnite, si vous l'avez bien travaillée, entraîne l'illusionnite, la soumissionnite. Donc en fait, ça entraîne un déni, un aveuglement. Donc inévitablement, le trop qui est dans votre vie, vous tout seul, vous ne le voyez peut-être pas. Parce que vous êtes dans le déni de ça, de ce trop. C'est là où, en général, vous le savez, les personnes qui sont en coaching avec moi, la plupart du temps, à chaque séance de coaching, je mets le doigt sur des choses que vous ne voyez pas. Parce que moi, d'extérieur, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous analyser d'extérieur que vous qui avez la tête dans le guidon et qui ne voyez pas vos propres schémas dysfonctionnels. C'est pour ça que quelqu'un qui veut travailler sur lui seul mettra beaucoup plus de temps. Inévitablement. Puisque il n'y a personne qui vient vous contredire et qui vient vous mettre en lumière tout ce qui est dérangeant. Vous allez plutôt chercher à l'éviter ou à vous aveugler. Vous voyez? Donc essayez de voir chez vous où est ce trop. Et inévitablement, si vous êtes trop dans le mouvement, si vous êtes trop dans le bruit, s'il y a trop de gens autour de vous, ça vous influence et vous ne pouvez pas faire connaissance avec vous-même. Si vous êtes trop avec une émotion au top,
enfin pas au top justement, mais au taquet en haut, c'est très difficile de réfléchir. Si vous êtes trop en souffrance là, c'est très difficile de faire le calme intérieur et de réfléchir. Avec trop d'émotions, avec trop de souffrance, on se perd. Avec moins, on se trouve. Vous voyez, cette phrase peut évoquer plein de sujets. Je vous mets sur plusieurs pistes. Dans cet événement que j'ai vécu avec mon loulou, inévitablement, je suis passée par plusieurs états. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs médecins, mais ils avaient tous des hypothèses différentes. Avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. Finalement, la réponse, c'était moi qui l'avais. Souvenez-vous. J'ai expliqué comment ça s'est passé dans les autres vidéos. J'avais beau multiplier les médecins, c'était un peu du grand n'importe quoi. Ça passait par tout et n'importe quoi. Je devais aller retrouver cette confiance en moi, de me faire confiance et d'écouter mon radar. Les docteurs, dans le défi que moi j'ai eu, étaient mes tierces contractions, qui étaient là pour m'influencer et me détourner de mon intuition. Alors que mon intuition était la bonne. J'ai fini de monter ma montagne, contraction. Mes radars fonctionnent bien. Je les utilise avec vous au quotidien. Vous le savez, tout ce que je vous annonce est vrai. Donc c'est un peu une hérésie que quand mon émotionnel est au taquet, parce que là, c'est très souffrant, ça touche la santé de mon fils, que je n'écoute pas mon avis à moi et que j'écoute que l'avis des autres. Avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. C'était ce travail que j'avais à faire. C'est de me rendre compte beaucoup plus rapidement que les fois précédentes, et c'est ce que j'ai su faire, c'est je revis le même sketch. Je ne vais pas refaire la même erreur que de par le passé. Je vais vite aller enclencher l'action qui va arrêter de diversifier ce trop et je vais aller directement aux urgences, qu'on fasse les examens, les tests et les analyses, ce que les médecins ne faisaient pas, pour avoir un verdict, pour couper le trop. On ne va pas aller plus loin. Je ne vais pas aller revoir encore un autre médecin. Je vais aller à la source, je vais aller aux urgences. Au moins là, ça sera factuel. Parce que eux, c'est du grand n'importe quoi. Ils me font un sketch. J'ai enclenché cette étape beaucoup plus rapidement que les fois précédentes. J'en ai tiré une expérience de mes fois précédentes. C'est ça le but de la montagne, c'est de tirer une leçon de vos expériences du passé pour vous rappeler ce que vous avez déjà vécu, pour en tirer un apprentissage et le mettre à profit, pour que vos actions et vos compréhensions ne soient plus comme avant. Et c'est ce que j'ai fait. J'en ai tiré une leçon, je n'ai donc pas agi comme avant. J'ai enclenché les étapes actions beaucoup plus rapidement. Et ça, les guides l'ont vu. Que j'ai tiré une leçon de mes apprentissages, que j'ai cogité. J'ai cogité seule. J'ai pas cogité avec les avis de la famille, des copains, non. Non. Pourquoi ? Parce que le seul avis qui m'intéressait dans tout ça, c'était un avis médical. On était face à une problématique santé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir l'avis de tata Josette, de tonton Roger, j'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin de l'avis des gens qui ne sont pas dans le médical. C'est pas eux qui vont m'aider. C'est pas eux qui vont m'aider. Quand vous avez quelque chose à faire, une action à mener dans votre vie, arrêtez d'aller chercher les réponses à l'extérieur sur des gens qui ne sont pas experts. Arrêtez de demander l'avis à n'importe qui. C'est pas ces gens-là qui doivent être de conseil. N'allez pas chercher l'avis n'importe où.
Si vous devez faire un travail de plomberie, est-ce que vous allez aller demander l'avis au boulanger? Non. Eh bien ça, pourtant, dans votre vie, vous le faites continuellement. C'est d'aller demander pour vous rassurer autour de vous. Parce que quand vous êtes dans un émotionnel comme ça, vous avez des comportements où vous allez dans tous les sens quand vous êtes en panique. Ça, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que je l'ai fait dans le passé. Oui, les guides le confirment. D'accord, moi je me souviens plus. Donc je l'ai fait. Voilà. Ben là, pourquoi? Bah parce qu'avant de travailler mon émotionnel et de monter ma montagne, moi aussi j'étais en panique. Donc quand j'étais en panique, j'allais dans tous les sens. Et quand on va dans tous les sens, parfois on cherche à se rassurer à l'extérieur. Et on demande des avis à tout le monde. Et à la fin, vous avez plein d'avis. Et vous ne savez plus quel avis prendre. Ça vient vous embrouiller la tête. Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. Par rapport à ça, je savais, j'ai compris dès le début que c'était un défi. Donc inévitablement, le défi, il était le défi de Peggy. Pas que le défi de Peggy, c'était aussi le défi de mon fils. En tout cas, moi j'avais mes défis et lui il avait les siens. D'accord? Inévitablement, si c'est mon défi à moi et que j'ai bien compris que spirituellement, toutes les expériences que l'on vit, c'est pour nous faire grandir, que c'est un défi pour moi, je ne vais pas commencer à aller appeler tout l'annuaire et tout le répertoire de mon téléphone pour connaître la vie de chacun. On n'est pas chez Jean-Pierre Foucault. Est-ce que vous avez le numéro pour appeler un ami? Non. C'est ma montagne. Oui, parce que même si j'ai fini de monter ma montagne, croyez pas, en complétude, on vous teste encore. Je vous l'ai toujours expliqué, contraction. Croyez pas qu'en complétude, vous êtes dans un transat. Vous avez de longs moments de transat, oui. Puis de temps en temps, sans vous prévenir, paf, on vous fait un test pour voir si vous êtes toujours dans votre complétude ou si vous rechutez dans des vieux schémas. Et ça vient sans prévenir, ça vient au moment où vous vous y attendez pas. Ben oui, parce que quand vous êtes sur vos gardes, vous êtes un peu plus alerte. Mais c'est quand vous vous y attendez pas que vous pourriez repartir dans des schémas impulsifs, les mécanismes du passé, où là on va venir vous retester sur votre blessure racine. Je vous ai mis une vidéo sur la blessure racine, je vous mettrai aussi en dessous. Donc inévitablement, vos mécanismes naturels vont remonter. Donc les guides vont faire comme si de rien pendant quelque temps, quand vous êtes en complétude, puis d'un seul coup, pam, tiens, un test, pour voir, t'en es où, cocotte? Et les tests, ils vont de plus en plus loin. Ça vient toucher sur ce qui est très sensible pour vous, les enfants. D'accord? Pour moi, dans mon cas. D'accord? Donc, j'avais bien compris qu'il y avait un défi. Donc le but, c'est que comme je suis éveillée spirituellement, je sais que tout est orchestré dans le but de. Donc, inévitablement, je suis plus, comme j'expliquais dans la vidéo 1, dans mon énergie de « Ah, je suis victime ». Non! Je sais que c'est orchestré, c'est voulu, c'est prévu comme ça, c'est un sketch, je le vois bien. Je le vois bien, ça prend des proportions, c'est débile, il se passe des trucs complètement débiles et insensés. Ok, c'est un sketch. Allez, relevons le défi. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Donc je ne vais pas aller demander l'avis à Pierre-Paul Jacques, à des gens qui n'ont pas monté leur montagne. N'allez jamais demander d'avis à quelqu'un qui n'a pas monté sa montagne. C'est la base. Et c'est une des clés que vous avez à retenir dans ce volet-là. N'allez pas demander conseil à quelqu'un qui n'a pas monté sa montagne. Contraction. N'allez pas demander conseil à une jeune âme. Vous êtes des vieilles âmes. Arrêtez de croire que vous allez avoir et être aidé en allant demander conseil à une jeune âme. Quand vous avez révisé pour le bac, est-ce que vous êtes allé demander conseil au voisin qui était en maternelle? Ou à votre petit cousin qui était à la crèche? Non, c'est insensé.
Donc arrêtez de faire des choses insensées. Arrêtez de vous trahir. D'accord? Si vous avez d'autres vieilles âmes autour de vous, rien ne vous empêche de discuter avec ces gens-là, mais vous devez quand même trouver votre alignement et votre propre avis. Donc, comment est-ce que j'ai réagi dans ces circonstances? J'ai pas demandé conseil ou avis à qui que ce soit. C'était mon défi. Donc je relevais mon défi. Mon défi, c'est mon défi à moi. Arrêtez de vous voir en fusion avec les autres. Ça, c'est encore votre blessure d'abandon. Si vous êtes encore dans votre blessure d'abandon, vous allez tout de suite être sans arrêt à demander conseil à une copine, à une sœur, à maman, à tata Ginette. Non, arrêtez ce cinoche-là. D'accord? Si en plus c'est un défi pour votre enfant, accessoirement, votre maman par exemple n'est pas médecin, et puis en plus, le jour où vous vous êtes envoyé en l'air pour tomber enceinte ou faire un bébé, vous n'avez pas demandé l'avis à ces gens-là. Donc arrêtez, prenez un peu vos responsabilités d'adulte et soyez adulte. Bien sûr que si vous êtes en coaching avec moi, c'est une thématique à aborder ensemble pour voir qu'est-ce que vous travaillez, ce que les guides veulent vous faire travailler, pour vous apporter un appui pour réussir à comprendre ce que vous avez à travailler. Sur quoi on vous défie, sur quoi on vous teste. C'est cette analyse que moi j'ai faite de mon côté au calme. Pas avec les gens, au calme. Ainsi, quand tout ça s'est présenté à moi, j'ai pas été très bavarde. Je vais même dire que pendant 48 heures, j'ai pas parlé à grand monde. Non. Pourquoi? Parce que j'avais des priorités. J'avais la priorité de ne pas être parasité par l'extérieur, les avis de tout le monde, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, des jeunes âmes qui vont jouer au tiers et me parasiter dans mon défi. Non. Vous voyez, quand vous faites une partie d'échecs, quelqu'un qui fait une partie d'échecs fait pas sa partie avec l'avis de tout le public qui lui dit « mets ton pion là ». Non, 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 non. Vous voyez, c'est votre partie à vous. C'est votre partie d'échecs. D'accord ? Donc ça, déjà, c'est important. Donc c'est dans le calme qu'on va trouver les réponses, déjà. Donc on arrête d'aller dans tous les sens. Si les guides voient que vous partez dans tous les sens, ils vont capter que vous êtes encore dépendant et que c'est encore votre blessure d'abandon. Dans la blessure d'abandon, le dépendant demande toujours conseil aux autres. Même si à la fin, il suit son propre avis. N'empêche que c'est plus fort que lui. Il a besoin de toujours aller demander conseil. Ne soyez pas extrémiste. Quand on dit demander conseil, c'est pas ne pas demander conseil à vos guides ou ne pas me demander conseil à moi ou un autre thérapeute que vous auriez. Mélangez pas tout, soyez pas extrémisme et binaire à rien comprendre au message. C'est pas ça que ça veut dire. C'est arrêter d'aller demander avis à tata Ginette et aux gens qui sont dans votre vie. On ne parle pas thérapeute ou guide, d'accord, hein? Je me sens obligée de le dire parce que les rigides comprennent jamais rien. Ils sont extrémistes, ils comprennent rien aux vidéos. Donc ils font tout le temps des raccourcis, ils mettent tout le monde dans le même sac. Ils ne comprennent pas. Des robots. Par rapport à ça, inévitablement, j'ai pas cherché à parler à grand monde, car je ne voulais pas être parasitée. Je voulais être alignée, trouver le calme en moi pour voir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est le plus intelligent de faire. J'avais quand même sur les épaules la responsabilité de la santé de mon fils. On ne fait pas n'importe quoi. Donc en fait, j'ai besoin de calme. Je n'ai pas besoin d'avoir les avis de tout le monde. Les seuls avis dont j'ai besoin, c'est le médical. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aux urgences. On fait des examens parce que même les médecins généralistes, ils me donnent que des avis de merde. D'accord? Voilà, il faut être factuel. Quelle est l'action la plus mature et responsable à poser là maintenant pour être rassurée? Parce que là, j'ai mon émotionnel là, j'ai ma souffrance là. Et accessoirement, il y a quand même mon fils qui est en train de souffrir physiquement. Donc plus il souffre physiquement,
plus moi, j'ai mon émotionnel là et ma souffrance émotionnelle là. Donc, on va faire tout redescendre. C'est quoi l'action pour faire tout redescendre d'un bloc? Aller aux urgences. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est ce que vous avez à faire dans vos défis. Quelle est l'action la plus mature et responsable à poser? Parce que vous êtes créateur de votre réalité. Et si vous êtes parent, vous avez une responsabilité d'adulte vis-à-vis de votre enfant. C'est vous qui êtes censé représenter la sécurité, le pilier. Donc c'est quoi l'action mature et responsable? Le passage à l'action le plus mature et responsable, où vous allez trouver les couilles pour régler le problème. Avec un animal, c'est pareil. Est-ce que c'est OK? Je pense que là, vous avez clairement compris. Le but, c'est de faire redescendre la souffrance. On arrête d'être masochisme. Allez, on fait redescendre. Allez, c'est quoi l'action qui va faire redescendre? OK? Pour pas rester là. De base, il y a souvent une action clé à faire. Ça sert à rien de partir dans tous les sens. Non. Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que moi, j'ai relevé mon défi. Donc il fallait que ça soit pas le fouillis là-dedans. Il fallait que je sois au calme pour réfléchir. Dans votre labyrinthe du volet 1, dans le volet 1, j'ai expliqué que vous aurez un labyrinthe et dans ce labyrinthe, il y aura plein de petits défis de ce genre où vous devrez trouver votre positionnement. Dans ce labyrinthe, à chaque positionnement, vous devrez à chaque fois vous poser au calme et vous dire c'est quoi l'action mature et responsable que j'ai à poser là pour savoir dans quelle direction aller. Et à chaque fois, je refais le vide. Je me rappelle mes apprentissages du passé. Je fais le vide, je fais le calme, je reste calme intérieurement. Parce que si je suis dans tous les sens, je ne peux pas réfléchir. C'est un défi, ce labyrinthe, qui va vous tester. Les guides vont voir où en est votre niveau de maturité émotionnelle. Votre maturité à agir, à réagir, à analyser. Et si vous êtes capable de faire ça face à quelque chose qui met votre émotionnel là et votre souffrance là, c'est le jackpot. Les guides, c'est ce qu'ils voulaient voir chez moi. Si même quand on vient appuyer là où ça... Oh putain, là, on va appuyer là, Peggy, elle va partir, c'est obligé, Peggy, elle va partir là et là. Et quand elle est là et là, elle fait quoi? Elle s'est démerdée, la cocotte, vous voyez? Elle s'est démerdée, la cocotte. On l'observe. Elle s'en sort comment? C'est ça. Un peu comme les Jeux Olympiques, la cocotte, elle est en train de vivre l'épreuve sportive, et les coachs, c'est pas eux qui sont, non, les coachs, c'est vos guides en train de regarder, elle se débrouille comment. Moi, ça m'arrive de vous voir dans vos défis et de voir comment il ou elle va se débrouiller. C'est ça. Je vous donne les pièces, je dépatouille les nez, puis elle se débrouiller comment avec ça? C'est ça. On fait pas tout à votre place, non. Et ne cherchez pas à ce que tout soit fait à votre place, sinon vous ne vous transformez pas. Les guides ont bien vu que j'endossais le défi. J'ai pas cherché à acheter la patate et la bombe à quelqu'un d'autre pour que faites-le à ma place. Non, non, non. Je savais que c'était mon défi. Allez, allez. Hein. Un de plus. Et à chaque fois, dites-vous, je vais faire encore mieux que les fois précédentes. Allez, sur quoi je peux encore m'améliorer? C'est ça. Moi, c'était là-dessus. Ma façon de penser, c'était ça. Parce que je savais que si je m'améliorais, si j'apportais des preuves à mes guides, on coupait le robinet du défi. Le défi allait s'arrêter le plus vite possible. Donc autant relever le défi le plus vite possible pour que mon fils arrête de souffrir. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris l'idée? Quand on a compris que les défis sont là, on comprend les règles du jeu, on comprend la logique. Est-ce que, par rapport à ça,
vous avez assez d'éclaircissements? Les guides disent oui. Donc oui, moi, les premières 48 heures, j'ai pas été bavarde. J'ai pas été bavarde. J'ai été un peu dans ma bulle. Voilà, j'étais dans ma bulle. C'est laissez-moi penser, réfléchir, je relève mon défi. J'ai pas cherché l'attention des gens. J'ai pas cherché à recevoir de la calinothérapie. J'ai pas cherché à prévenir tout le monde. Non. J'étais un peu soucieuse parce que je me rappelle que quand ma fille a eu son Kawasaki, ça a été très dur pour moi et émotionnellement parlant, c'était tellement hard à vivre, j'étais là, que j'arrivais même pas à donner des nouvelles aux gens. C'est que j'étais noyée dans mon émotionnel de souffrance. Et quand je suis noyée dans mon émotionnel de souffrance, j'ai tendance à me refermer comme une huître. Voilà, les guides le confirment. Chez moi, ça peut être un peu extrême. Voilà, contraction. Chez moi, ça peut être extrême. Il y a des personnes qui, au contraire, vont vouloir absolument faire une annonce sur BFM TV, alerter toute la terre entière pour venez me consoler, venez. Moi, j'ai pas ce dysfonctionnement-là. Contraction. Vous allez peut-être trouver ça choquant, ce que je vais vous raconter. Vous allez peut-être me siffler, vouloir m'envoyer des tomates dans la tronche. Mais je vais vous raconter ça en toute humilité parce que j'ai pas honte de mes dysfonctionnements. Enfin, je veux dire, je les assume. Voilà, mes dysfonctionnements du passé, j'assume tout. Il y a aucun souci avec ça. Mais quand ma fille a eu son Kawasaki, c'était tellement un peu le drame, que beaucoup de gens cherchaient à prendre de mes nouvelles. Et même des amis extrêmement proches. Et ne me criez pas dessus. Le mécanisme que j'avais, c'était que je voyais le téléphone sonner. Je décrochais pas. J'avais pas envie de parler. J'avais pas envie de parler. J'avais pas envie de répéter pour la 1000e fois l'enfer de ce que je vivais. De raconter pour la 1000e fois comment souffrait ma fille. De raconter pour la 1000e fois le tableau de ce que je voyais du matin au soir. De raconter pour la 1000e fois ce qu'avait dit le docteur. Non, ça me pétait les couilles de parler. J'avais besoin de me donner à moi-même et d'accueillir mon émotionnel. J'avais pas besoin de répéter la même chose du matin au soir. Et j'avais pas besoin de ça. Quand on vit parfois certaines problématiques et certains drames, les gens ne comprennent pas la réaction des gens. Ils pensent que parce que eux fonctionnent de telle façon, que tout le monde doit réagir de la même façon. Non. Moi, personnellement, c'est lors de cette expérience de vie que j'ai découvert ma façon de fonctionner quand je vis quelque chose de compliqué. Quand je suis là, c'est que je me referme. J'ai pas envie de parler. Parce que c'est déjà dur. Et parler, alors quand vous allez parler aux gens, les gens parfois ils vont eux-mêmes s'inquiéter, ils vont être en panique. Et finalement à la fin, vous n'êtes pas en train de gérer votre émotionnel, vous êtes en train de gérer leur émotionnel à eux. Mais putain, c'était moi la mère, donc j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de devoir rassurer tout le monde en face. J'avais pas envie de répéter les mêmes choses, ça me gavait, ça me saoulait et ça me prenait la tête. Parce que c'était trop. Et ça, vous avez sûrement besoin d'entendre ce témoignage pour comprendre que quand quelqu'un est en souffrance, cette personne sera sûrement imparfaite. Parce qu'elle gère ça comme elle peut. Elle fait comme elle peut. Et tant qu'on n'a pas vécu une expérience similaire, on ne peut pas savoir comment on vivrait les choses. On ne peut pas. Donc ayez cette humilité de dire je ne sais pas, moi, comment je le vivrais. Et même si moi je le vivrais de telle façon,
C'est pas pour autant que tout le monde le vit de la même façon que moi. Et ça vous fait travailler l'amour inconditionnel et la tolérance. Soyez dans cette compréhension-là. Donc arrêtez d'aller juger les gens sur comment ils réagissent quand ils sont en souffrance. Moi, ça allait loin. Parce que c'était quand même, c'est là où j'ai quand même un peu, j'en rigole aujourd'hui, mais je me suis excusée auprès des gens après ça, mais je me rappelle que mon meilleur ami m'appelait tous les jours, il me laissait des messages sur mon répondeur, et vous savez ce que je faisais? Vous allez m'envoyer des tomates à l'écran. J'effaçais les messages sans les écouter. J'effaçais les messages sans les écouter. Pourquoi? Parce que je voulais pas répondre à ces questions. Je voulais pas. Les gens, parfois, autour de vous, vont tellement mal vivre de vous voir en souffrance que ça va être trop dur. Vous allez devoir leur gérer leur émotionnel. Vous savez, moi, à un moment de ma vie, j'ai fait des crises de spasmophilie. Quand on fait une crise de spasmophilie, on s'étouffe. On a besoin de calme pour recanaliser notre respiration. Inspirer, expirer, pour que le cercle de la respiration reprenne, pour ne pas s'étouffer. Si je faisais une crise de spasmophilie et que ma mère était à côté, elle était tellement en panique de me voir comme ça, que c'était pas moi que je devais gérer, c'était sa crise à elle, sa panique. Vous voyez? Bah ça, c'est pète couille en fait. Des gens comme ça, à côté, qui se mettent dans un extrême, machin, où à la fin, c'est même plus votre souffrance à vous que vous réglez, c'est la leur. Parce que tout tourne autour d'eux, parce qu'ils sont dans le mélodrame. Ça, vous avez vraiment pas besoin de ça. Quand vous allez pas bien, c'est la dernière chose que vous voulez. C'est de gérer la panique des gens et de devoir les rassurer eux parce qu'ils sont pas bien quand vous allez mal. Vous voyez cette problématique-là? Ben moi, je l'ai trop vécue. Je l'ai trop vécue. Donc en fait, moi, c'est la dernière chose que je souhaite. Quand je vais pas bien, j'ai besoin d'être au calme parce qu'avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. Et j'ai besoin d'avoir mon calme intérieur pour avoir mes neurones, pour déjà accueillir mon émotionnel, me donner à moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à l'époque, je suis partie dans cet extrême où mon téléphone était éteint. Je donnais de nouvelles à personne. Tellement j'en avais marre, j'étais à saturation et j'effaçais les messages sur répondeur. Tellement c'était trop. Cette fois-ci, j'étais fière de moi. Cette fois-ci, j'étais fière de moi. Quand j'ai eu la problématique avec mon père qui a eu les 4 cancers pronostiqués, je l'ai vécu tout seul. Pour ainsi dire tout seul. Donc c'était pas non plus la bonne solution. Parce que vous avez aussi besoin parfois de soutien. Vous voyez? Et là, j'ai su gérer avec mon fils dans la nuance de gris. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis connectée à mon cœur que j'ai besoin de me donner, mais je ne vais pas non plus être méchante, extrémiste avec les gens qui veulent m'apporter du soutien. Je dois savoir recevoir. Moi, j'ai toujours eu du mal à recevoir. Je donne, mais je ne sais pas recevoir. J'en ai déjà parlé dans moult vidéos. Là, je me suis dit, je ne suis pas obligée d'être masochiste et de vivre ça seule. Et même si j'ai besoin de beaucoup de calme, je vais être dans la nuance de gris cette fois-ci. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé comment faire. Je voulais pas non plus que la famille vive mal le fait que je les laisse à l'écart. Donc, par exemple, mon frère, je l'ai prévenu le lendemain en expliquant ton filleul, voilà, vient de se faire opérer. J'ai envoyé un message écrit. Par contre, je suis incapable de parler. Voilà, je suis incapable de parler pour le moment. Je reviendrai vers toi dans pas longtemps et je te dirai ce qu'il en est. Je lui ai redonné des nouvelles le lendemain. Il a compris. J'ai tout de suite prévenu. Je ne suis pas capable de parler. Voilà, je ne suis pas capable de parler. Il a compris que j'étais là. Il est papa. Il sait ce que c'est pas facile. Mais j'ai pas prévenu
des semaines ou des semaines après, ou quand tout était fini. Non. Et ça, parfois, les gens, c'est très dur pour eux de ne pas être mis au courant, parce qu'ils se sentent en dehors de votre vie. Et ça peut être souffrant. Il faut être aussi connecté au cœur et comprendre ces gens-là. Donc là, j'ai été connectée au cœur des gens autour de moi. C'est à pas les tenir à l'écart. Par contre, j'ai fait comprendre que je voulais pas être au téléphone du matin au soir. J'ai géré ça autrement. De toute façon, si on m'appelait, je décrochais pas pour autant. Ça a été la même chose. Quand j'étais en phase où le petit dormait, je répondais à quelques SMS. Au bout d'un moment, c'est très chiant parce que vous devez toujours dire la même chose et à un moment, ça vous pète les couilles. Très rapidement, j'ai créé un groupe sur WhatsApp où j'ai mis toutes les personnes proches de la famille, les amis qui sont comme la famille, et les parrains-marraines, ce genre de choses. Et là, dans ce groupe, j'ai mis un spot tous les matins ou 2-3 fois dans la journée des nouvelles et de l'état d'avancement. Et tout le monde était très content. Parce que tout le monde était apaisé, il savait que matin, midi, soir, il recevait un petit message de où ça en était. Moi, je le disais qu'une seule fois, je n'avais pas à le répéter. Et il me mettait des petits messages de soutien. Voilà, bref, où il m'apportait du soutien. Je recevais, et moi, je n'avais pas besoin d'y passer des heures par jour. Et chacun était rassuré. Et ça c'est, waouh! Comment ça s'est bien géré? Cette logistique a été parfaite. Là, c'était la nuance de gris. Tout le monde était gagnant, j'étais connectée à mon cœur et j'étais connectée au cœur des autres. De ne pas les mettre en dehors et à l'écart, de ne pas rejeter parce que je suis en souffrance. Parce que ça, c'est la blessure de rejet. C'est que vous êtes tellement en souffrance que vous rejetez tout le monde, parce que vous ne savez pas gérer votre émotionnel. Mais ça peut être violent pour les gens en face d'être rejetés de la sorte alors qu'ils veulent vous apporter du soutien. Ben, ça, je l'ai compris, mais à l'époque, je ne le comprenais pas. Parce que quand vous êtes là, vous faites parfois n'importe quoi. Mais quand vous êtes plus calme et que vous retrouvez votre maîtrise, vous arrivez aussi à vous mettre à la place des gens et vous dire, oui, je comprends en fait. Vous voyez un peu? Donc, à l'époque, je sais que j'ai pas agi, j'ai été un peu radicaliste. Je me suis excusée auprès des gens, mais quand on s'excuse auprès des gens, c'est pas pour leur refaire subir la même chose. Donc là, la situation se représentait. Loin de moi, l'envie de leur refaire subir mon côté, je me ferme comme une huître et t'es même pas au courant de ce qui se passe. Tu devras attendre que tout soit réglé pour que je sache reparler. Non. Donc en fait, ils ont pu être apaisés. Croyez-moi que quand j'avais une demi-heure ou une heure de retard à donner les nouvelles, ça paniquait dans le groupe. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Voilà, ça va Alexis? Voilà. Mais c'était tout. Je remettais un message, tout le monde voyait. C'était très... Franchement, ça s'est super bien géré. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, oh, putain, cette logistique d'organisation, ça a été parfait. Tout c'est bien imbriqué. Ce qui m'a permis d'accueillir mon émotionnel de mon côté. Je donnais des nouvelles. Là, vous voyez, ce matin, j'avais déjà des messages. Mais alors, vous voyez un peu l'idée? Est-ce que là, vous avez déjà une première parenthèse sur comment j'ai géré ma souffrance, comment je la gérais avant, comment j'étais dysfonctionnelle. J'espère que ça vous a apporté des clés. Je vous reparlerai aussi de ma souffrance, parce qu'inévitablement, dans tout ce que j'ai expliqué là, vous pensez bien que mon fils n'avait pas besoin d'avoir une maman en panique, et que ça a été, je pense, un énorme défi pour moi. C'est ma gestion émotionnelle pour apaiser mon fils et que lui n'ait pas à porter ma panique ou ma souffrance comme moi je subissais de ma mère. Vous voyez? Ou ma mère, c'était souvent quelqu'un en panique absolue et donc c'était pas rassurant parce que je pouvais pas accueillir mon émotionnel pour accueillir le sien. Donc j'ai fait très attention
à ça avec mon fils, c'est qu'il ne voit pas ma souffrance, à être une maman rassurante, apaisante. Donc inévitablement, il m'a fallu énormément jongler, puisque je devais être la maman malgré que j'étais là. Quand j'étais face à lui, je devais donner. Par contre, dès qu'il s'assoupissait, ça coulait tout seul. Le robinet, il s'ouvrait. Et j'étais obligée de faire ça. Parce que j'avais tellement mal à l'intérieur de mon ventre, j'étais tellement en angoisse que si j'ouvrais pas le robinet, j'avais mal, mais une vraie douleur à l'intérieur. Et de ce fait-là, j'ouvrais le robinet pour trouver un apaisement. Donc soit je sortais dans le couloir, les larmes coulaient, calmement, sans les sanglots, non, les larmes coulaient, avec calme, ça ouvrait le robinet, et dès qu'il était réveillé, j'étais bien. Enfin, j'étais bien. Je pouvais, une nouvelle, comme je le voyais en douleur physique, souffrance physique, je recréais une boule de souffrance, et dès qu'il redormait, j'allais relibérer cette boule. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai géré le pic de stress et de souffrance au début. C'était d'être là et de lui donner, prendre sur moi, cette boule se formait à l'intérieur, il redormait, j'ouvrais le robinet, la boule disparaissait, je retrouvais un calme, parce que j'avais libéré mon énergie et ma souffrance, mon énergie négative, et dès qu'il était réveillé, je devais être forte, je recréais une boule, il redormait, je relibérais par les larmes. Et en fait, j'ai trouvé un rythme comme ça qui m'a permis d'accueillir mon émotionnel et de ne pas stocker à l'intérieur. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un qui stockait. À ma fille, je me suis pas autorisée à faiblir. Je me suis forcée à être forte. Je sortais jamais de la chambre. Je restais avec elle tout le temps. Là, quand il dormait, je m'autorisais à sortir de la chambre ou je me mettais dans le fond du fauteuil et je laissais couler. Pour pas stocker. Ça, la boue rentre, on libère. La boue rentre, on libère. On stocke pas. Et c'est ce qui m'a permis d'être dans ce calme qui vous a un peu estomaqué. C'est que de mes expériences de vie, j'ai appris à arrêter de stocker à l'intérieur. Je libère. Directement, je stocke pas. C'est ce qui maintient votre état stable intérieur et le calme intérieur. Que si vous faites rentrer trop de boue à l'intérieur, c'est instable. Ça fait n'importe quoi. Et en fait, c'est là où vous partez dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'avec trop de souffrance, on se perd. Trop d'émotions, trop de boue, on se perd. Avec moins, on se trouve. Donc ça, c'est toutes mes expériences de vie qui m'ont appris à être dans cette gestion émotionnelle. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas. C'est juste que je trouve l'équilibre pour gérer la souffrance, pour gérer l'émotionnel, en libérant. Mais pas devant mon fils. Pas devant lui. Je devais être la maman apaisante. Parce que lui, il était là. Lui, il était là. Il était en douleur émotionnelle, psychologique et en douleur physique. Donc, il n'avait pas à gérer ma souffrance. C'était à moi. C'est moi le parent. C'est moi qui dois être le support. C'est pas l'enfant qui doit être votre support. Donc, j'ai pas été parfaite. C'est ce que je vous expliquais. J'ai souffert. J'ai été en souffrance, mais voilà comment j'ai géré mon état de souffrance, qui fait que, comme disait Jonathan en dessous de ma vidéo 1, était étonné de voir que j'arrivais à en parler avec calme, que ma voix ne tremblait pas, etc. C'est ça, c'est parce que j'ai pas stocké. C'est parce que j'ai libéré en direct, en temps et en heure. J'ai géré ça de façon plus mature, moins masochiste envers moi-même. Je me suis écoutée, je me suis donné une place.
la nuance de gris et le juste équilibre. Mais j'ai souffert, bien sûr, j'ai souffert. Est-ce que j'ai assez expliqué cette notion? Voilà, donc ce sera le volet, ce volet-là. J'espère que vous aurez aimé. Euh, nous en reparlerons encore prochainement. Et puis, je vais vous laisser et je pense que je vais me mettre en route parce que le colis n'est pas arrivé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Gros bisous à vous et à bientôt. Bisous, bisous.